6 heures du matin, dans une cité de Vaux-en-Velin. Les hommes du PI2G, le peloton d'intervention interrégionale de la gendarmerie, s'apprêtent à donner l'assaut. Ce sont les nouveaux soldats d'élite de la gendarmerie, spécialistes des interventions en milieu dangereux. Ils doivent interpeller chez lui un homme de 20 ans, suspecté d'avoir pris part à une prise d'otage 8 mois auparavant. Il habite avec sa mère dans cette tour HLM. Malgré leurs 25 kilos de matériel sur les épaules, les militaires empruntent les escaliers plutôt que l'ascenseur, tout simplement pour ne pas risquer d'y rester coincés. Silence requis. Pour défoncer la porte blindée, il déploie un bélier hydraulique ultra puissant. La porte doit céder en moins de 10 secondes pour préserver l'effet de surprise. Donne ta main. Comment tu t'appelles? C'est ça? Ta main, plie ton bras, plie. Ouais, individu interpellé dans chambre 3. En 30 secondes, le jeune homme est immobilisé. Target. Il dormait tranquillement. Il n'a pas eu le temps de réagir. Ok, individu menotté. Les militaires inspectent sans ménagement les autres pièces de l'appartement. Vous allez faire quoi là? Vous allez faire quoi là? La mère du suspect est maintenue à l'écart. Mais ça fait plus de 10 minutes, vous nous enfermez dans la chambre, je veux savoir pourquoi on est là. C'est moi la mère, je veux savoir ce qui se passe. C'est tout. Vous faites pas les machins, là, vous m'avez pété la porte. Si vous criez, ça n'arrangera rien. Les gendarmes constatent les dégâts qu'ils ont causés. La porte est complètement détruite. Ce sera à la gendarmerie de rembourser. Le jeune homme maîtrisé, les enquêteurs peuvent maintenant pénétrer dans l'appartement en toute sécurité. Conformément à la loi, un officier de police judiciaire signifie ses droits à l'interpellé. Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre de vol avec arme, enlèvement, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour, vol en réunion et vol aggravé. Ensuite, vous avez le droit de vous taire ou de faire des déclarations. Ok? Le chien renifleur va aussi faire quelques découvertes. Qu'est-ce que c'est ça, cannabis? Ouais, cannabis. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'appartement, les hommes du PI2G surveillent tout allée et venue. Enfin, après 20 minutes, le suspect est emmené. Sa mère n'est toujours pas autorisée à lui parler. Bordel, c'est pas grave. Allez. Madame, Regarde la pêche. je vous tiens informé, madame. Ouais, mais tu m'en dis toujours ça, vous prenez même pas. Moi, je vous dis que je vous tiendrai informé. Ben, j'espère pour vous. Je le ferai. L'intervention a été rapide. C'est le but recherché dans chacune des missions. Au total, 12 hommes ont été mobilisés, alors même que le suspect en fait n'était pas armé. Voilà donc. Écoutez, félicitations pour cette mission. La juge en charge de l'affaire salue le capitaine. C'est un succès plein et entier. Donc, Selon elle, cette débauche de moyens est amplement justifiée. On a une délinquance qui a évolué et qui est maintenant un petit peu plus sans foi ni loi. Et donc maintenant, on a une configuration où on a besoin d'unités d'élite et de garants de la sécurité des gendarmes et des policiers qui interpellent. Des pelotons comme celui-ci, il en existe 3 en France. Ils secondent le GIGN, le groupement d'élite de la gendarmerie basé à Versailles, et se répartissent le territoire pour être au plus près des lieux d'intervention. Orange dans le sud-est, Toulouse dans l'ouest. Eux se déploient dans le nord-est de la France. En cas d'urgence, ils doivent être prêts à partir en moins de 30 minutes. C'est à Dijon qu'ils sont installés. Ils sont regroupés avec les autres corps de la gendarmerie à la caserne, une ville dans la ville, où habitent 2000 personnes, des militaires et leurs familles. Ce PI2G, créé il y a 1 an et demi, est une petite équipe de 20 hommes, entre 30 et 44 ans,
Ils touchent en moyenne 2300 € net par mois. Certains ont servi au Kosovo ou en Afghanistan. Pour leur sécurité, nous avons préservé leur anonymat. Comme dans la force d'intervention du GIGN, les femmes ne sont pas admises. D'abord pour des problèmes de promiscuité, mais aussi pour des raisons de résistance physique. Johan est le responsable de l'armurerie. Ok, impeccable. Après chaque intervention, même quand les armes n'ont pas servi, il doit s'assurer du bon état du matériel. Ça se bichonne une arme, on dirait, non? Bah oui, ça se bichonne, oui. C'est notre outil de travail. Hein. Pour pas qu'elle s'enlève, faut pas qu'elle soit encrassée. C'est la base, hein. C'est la base. Les armes sont stockées dans ce local avec porte blindée et digicode. Ils en ont une 60aine. Pistolets automatiques, mitraillettes, taser, flashball avec balle en caoutchouc, fusil à pompe ou encore carabine. Les moyens sont impressionnants. Donc à la base, c'est une carabine de grande chasse. Voilà, il a été militarisé. Notre théâtre d'opération, c'est pas le Mali ou l'Afghanistan, hein, c'est la cité du coin. Mais justement, est-ce que tout cet armement n'est pas un peu démesuré? Bah, c'est pas démesuré dans la mesure où on peut aussi bien faire, on va dire, un forcené lambda. On peut être aussi amené à intervenir sur une prise d'otage. Donc avec en face des clients du genre un terroriste, il faut toujours s'attendre au pire en fait. On ne sait jamais vraiment non, sur qui on va tomber. Pour se préparer au pire, donc, ils passent l'essentiel de leur temps de travail à s'entraîner. Chaque jour, ils apprennent les techniques de sport de combat très en vogue dans les cités. Et 2 fois par semaine, ils s'exercent au tir dans une carrière à la périphérie de la ville. Et avec l'attirail complet. On est équipé comme en réel. On essaye de reproduire au maximum ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc si on s'entraîne en léger, puis après on passe en lourd, forcément il va y avoir une différence. Ils s'entraînent donc aussi à balles réelles. 9 mm. Ce matin-là, simulation d'une prise d'otage. Le tireur d'élite doit pouvoir toucher un carré de 15 cm de côté à 200 mètres de distance. Il ne faut pas tuer le ravisseur, mais le neutraliser, c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire. Les hommes visent les épaules, jamais la tête. Ils ne tirent qu'en cas de légitime défense ou quand la vie d'un otage est en danger. Ça vous est arrivé, ici, dans l'équipe, de tuer des gens? Je crois pas. Non, je pense pas. Hein. Des ouvertures du feu, oui. Mais heureusement, pour l'instant, jamais jusqu'au coup de feu ultime, quoi. En 1 an et demi de service, il n'y a jamais eu aucun blessé par arme à feu. Pour qu'une intervention réussisse, il y a souvent un travail méticuleux de repérage à réaliser. Ce jour-là, le peloton a été appelé par les gendarmes de Nancy pour interpeller un dealer dans une cité de la ville. Allez, on y va les gars, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Alors, nature d'infraction, on est sur un trafic de stupéfiants. Avec les informations des enquêteurs, le capitaine Olivier briefe les 12 hommes qui vont intervenir le lendemain. Le dealer cache sa drogue dans une voiture, stationnée en plein milieu de la cité. Ironie de l'histoire, c'est un ancien véhicule de la gendarmerie acheté d'occasion. Donc il propose de l'héroïne à 8, 12, 15 ou 20 € le gramme, ainsi que de la coke à 100 € le gramme. Le trafic est estimé à 100 000 € par mois. L'homme est connu pour violence avec arme. Il est sur écoute depuis 3 mois. Les enquêteurs ont aussi pu le suivre et même le filmer. Donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est un peu sa manière d'opérer. En l'occurrence, là, ce jour-là, vous avez pu remarquer qu'il laisse la porte ouverte et récupère la sacoche qui, visiblement, est cachée sous le siège passager avant. Dans la voiture, une Twingo, il récupère la sacoche avec la drogue, qu'il va ensuite revendre ailleurs dans la cité. Là, il est resté 32 secondes dans la voiture. C'est à ce moment que les gendarmes cachés dans plusieurs véhicules banalisés devront surgir pour prendre l'homme en flagrant délit. Au top action, en fait, c'est le coup de pied dans la fourmilière et tout d'un coup, on a les fourmis qui sortent de partout, quoi. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce type d'intervention? L'important, c'est qu'on ne se fasse pas déceler. Parce que si les conditions sont mauvaises pour l'interpellation, ça peut mettre à plat le travail des enquêteurs depuis des mois et des mois, quoi. Pour rester discret, les gendarmes ont quelques astuces. Avant le départ, ils modifient le numéro d'immatriculation de leur véhicule.
On maquille le véhicule, ce qu'on appelle maquiller le véhicule, c'est-à-dire que là, quand En fait, il change de plaque pour passer inaperçu. Des plaques d'immatriculation en 50. Même ruse pour les hommes eux-mêmes. La tenue de peintre, une combinaison toute simple bleue de travail. Donc c'est une tenue qu'on achète à Bricorama, qu'on peut mettre... Ils disposent ainsi de toute une panoplie de combinaisons civiles pour se fondre dans le décor. C'est vraiment inaperçu? Ouais. Des attitudes, des regards qui peuvent vous trahir? Non, non, non. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais été ce qu'on appelle dans le jargon détronché, donc on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, Vous avez l'arme sur vous quand vous êtes déguisé comme ça? Bien sûr, ouais. 2h30 de route jusqu'à Nancy. L'interpellation est prévue le lendemain dans l'après-midi. Cette fois-là, les gendarmes dorment à l'hôtel. Un 2 étoiles. Ah, tu prends le grand lit? C'est pas mal, c'est confort, quoi. Les circonstances font qu'on est à l'hôtel. Sinon, c'est quasiment systématiquement des casernes, des bases aériennes. Voilà, on est toujours plus ou moins dans le milieu militaire. Il n'y a pas beaucoup d'intimité quand même. Oh, là, je trouve que... De toute façon, ça fait un moment... Ouais. On n'est pas là pour beaucoup d'heures, on va dormir à 5 heures, pas plus. Donc ça nous suffit largement, c'est même bien. Olivier, le capitaine, est lui en reconnaissance sur les lieux de l'intervention, dans la cité du dealer à interpeller. Il est 1h du matin. À cette heure-là, le quartier est calme. Ah ouais, sur ce parking-là. Par là-bas, tu vois. Selon les enquêteurs, c'est sur ce parking que l'homme gare sa voiture qui sert de cachette à la drogue. Il y a une place à côté de la cuve. Je vais voir. Les renseignements sont exacts. Voici la Twingo, là, au milieu du parking. Et coup de chance, il y a une place juste à côté. C'est ce que le capitaine espérait. Pour moi, de ce que je vois, c'est clair sur mon parking. Il envoie l'un de ses hommes y garer une voiture banalisée. En fait, un leurre. C'est de cet emplacement que le capitaine prévoit de lancer l'assaut le lendemain. Il récupère son collègue, habillé en survêtement capuche pour passer inaperçu. Ouais, c'est bon. L'étau se resserre sur le dealer. « 11h le lendemain matin. Les hommes finissent de se préparer. Ils se cachent dans 2 fourgonnettes. C'est bon les gars? Ouais, c'est bon. Dans la cité, derrière les fenêtres de cet immeuble de bureau, le capitaine Olivier est lui déjà en planque, avec 2 collègues de la brigade de recherche. Pour les besoins de leur enquête, ils ont réquisitionné les lieux auprès du propriétaire, un office HLM. Sur commission rogatoire du juge, ils auraient pu aussi demander à occuper un appartement du quartier. Cela fait 3 mois qu'ils espionnent le trafiquant, un jour sur 2, depuis ses bureaux vides avec vue imprenable sur le parking et la fameuse Twingo. De 15h à 17h, il vend. Et ensuite, il fait une petite pause. Et à compter de 18h30 à 20h, ça continue. C'est de ce poste d'observation que le capitaine dirige les opérations. C'est bon, Chris, vas-y, ouais. Il fait d'abord bouger la voiture banalisée qu'il a positionnée pendant la nuit. Nickel. Pour laisser la place à la première fourgonnette du pays de G, avec à l'intérieur les hommes en uniforme. Grâce à ce tour de passe-passe, ils sont au plus près de la voiture du dealer pour l'arrestation. Voilà, entre l'espace et le Picasso. La 2e fourgonnette vient se positionner un peu plus loin. Le piège est maintenant en place. Dans les fourgonnettes, sans un bruit et dans le noir, les hommes vont attendre le feu vert du capitaine. Cela peut prendre plusieurs heures. Olivier communiquera avec eux par oreillette. Reste à attendre le dealer, qui ne va pas tarder à faire son apparition. Il est en train de se diriger vers le square. L'homme est au pied de l'immeuble et traverse un square pour enfants. Les gendarmes le distinguent à peine, dans le coin de la fenêtre à droite. Il est avec un groupe
de 5 ou 6 jeunes, ils sont en train de manger. Les hommes n'interviennent pas. Ils veulent surprendre le suspect dans sa voiture, la drogue à la main. Et à 14h45, à l'heure prévue... C'est parti, il bouge. Il est prioritaire, moi. À tous, c'est un vert engagement. La target revient à son véhicule. C'est maintenant que tout se joue. Il se dirige côté conducteur. Côté conducteur. Attends. Il ouvre la voiture. Côté conducteur, il est assis, ferme la porte. Top action, top action, top action, top action. L'homme ne résiste pas. Le capitaine sort de sa planque. Le risque maintenant, c'est que des riverains paniquent. Restez pas là, madame, n'ayez pas peur. Allez plutôt par là-bas. Ou que d'éventuels complices tentent de riposter. À part quelques curieux, la scène n'attire personne. Les enquêteurs prennent le relais. Ils mettent la Twingo sous scellé. Ils y retrouveront 15 000 € en liquide et un peu plus de 2 kilos d'héroïne, d'une valeur marchande de plus de 40 000 €. L'homme sera mis en examen pour trafic de stupéfiants. Depuis sa création, il y a 1 an et demi, le PIDG de Dijon a interpellé plus de 120 personnes.